Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air assez simple, mais qui en fait est fascinante. Comment un court-métrage, en 10 minutes à peine, arrive à nous scotcher à notre siège? Comment une histoire aussi brève peut nous faire ressentir autant de choses? On a tous eu cette expérience, non? Un film très court qui nous marque bien plus qu'un blockbuster de 3 heures. Pour essayer de comprendre cette mécanique de précision, on a un guide. C'est un document de Kamel Bellil sur on va dire, les fondamentaux du scénario. C'est une approche très structurée, presque scientifique, de l'art de raconter. Notre mission, ce serait donc de passer cette structure un peu aux rayons X pour en extraire le plan secret des cinéastes. Exactement. Et ce plan, en fait, il repose sur une idée qui est simple mais très puissante. Un bon court-métrage est construit comme un grand roman. Il y a un début, un milieu, une fin, la fameuse structure en 3 actes. Mais le vrai cœur du réacteur, ce qui va vraiment donner son rythme à l'histoire, ce sont les nœuds dramatiques. Les nœuds dramatiques. D'accord. Le terme est un peu intimidant, je trouve. J'imagine tout de suite un sac de nœuds, un truc très compliqué. Mais vous dites que c'est le moteur de l'histoire? Comment ça fonctionne concrètement? C'est une excellente image, le sac de nœuds, parce que c'est un peu ça. Ce sont des moments où la situation se tend, où le personnage est face à un problème qu'il doit dénouer, justement. Ce sont les points de bascule de l'histoire, les moments où l'enjeu et l'émotion sont à leur maximum. Le document utilise une analogie très visuelle pour ça. Ah oui. Il dit que la courbe d'intensité dramatique, c'est le rythme cardiaque des spectateurs. Quand on regarde le graphique qui est fourni, cette ligne rouge qui monte et qui descend, on ne voit pas juste un schéma, on voit le voyage émotionnel qu'on nous propose de vivre. Chaque pic, c'est un battement de cœur. Le rythme cardiaque des spectateurs. J'aime beaucoup cette idée. Ça veut dire que le scénariste est une sorte de cardiologue de l'émotion. Pour que ce soit moins abstrait, je propose qu'on suive cette courbe. On va utiliser l'exemple du document qui est un petit chef-d'œuvre, Le pain et la rue, du réalisateur Abbas Kiarostami. On va suivre le parcours de ce petit garçon pas à pas. Alors tout commence par l'acte 1, l'exposition. On est dans une ruelle, un jeune garçon marche tranquillement avec un grand pain sous le bras. C'est sa vie de tous les jours, quoi, rien d'exceptionnel. Le guide appelle ça la situation d'équilibre. Une scène très calme, presque banale. Et cette banalité, elle est cruciale. C'est la ligne de base. Avant de pouvoir apprécier la tempête, il faut nous montrer le calme. Cette scène, elle sert à nous présenter le personnage, dans son monde, à nous faire comprendre ce qui est normal pour lui. On s'attache à ce gamin sans même s'en rendre compte. On établit un point de départ pour que la rupture qui va suivre ait un impact maximal. Et la rupture, justement, elle ne se fait pas attendre. Au coin de la rue, le garçon tombe nez à nez avec un chien qui lui bloque le chemin. Le chien n'a pas l'air méchant, mais il est là, immobile. Et pour un enfant, c'est un obstacle de taille. L'équilibre est rompu. D'ailleurs, l'image qui illustre ce moment s'appelle « conflit ». C'est donc ça, notre premier nœud dramatique, le premier pic sur l'électrocardiogramme. C'est exactement ça, le premier grand pic d'intensité. L'histoire a vraiment commencé. Et à partir de ce moment, l'objectif du héros est limpide, universel, il veut juste rentrer chez lui avec son pain. Le conflit est posé. Et notez bien une chose, c'est le seul événement vraiment hors du commun du film. C'est une des fameuses règles d'or du document. En action. Une seule anomalie, un seul grain de sable, ça suffit à lancer toute l'histoire et à la maintenir crédible. On n'a pas besoin de plus. Ah oui, c'est intéressant de voir cette règle appliquée si tôt. On entre alors dans l'acte 2, le développement. Et là, on sent vraiment la tension qui grimpe. On voit le visage du garçon, son angoisse, il est coincé. Les images du document sont très parlantes. Angoisse du héros. Recherche de solutions. Il essaie de passer, il recule. C'est la phase où, en tant que spectateur, on commence vraiment à s'investir, à espérer pour lui. C'est le cœur du récit. Cette phase est remplie de ce qu'on appelle les péripéties. Le héros tente des choses, il échoue, il essaye autre chose. Ça crée une énorme empathie. On a tous connu ce sentiment d'être bloqué face à un problème qui nous dépasse. Dans le film, le garçon essaye d'attirer l'attention d'un adulte, mais l'homme passe sans le voir. Il est seul. L'image est terrible. Plus aucune solution. Le spectateur est aussi démuni que lui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Arrivé au fond de l'impasse, le garçon prend une décision. Il arrête de chercher une issue, une aide extérieure. Il se retourne et il fait face au chien. Il décide d'affronter le danger. Sur le graphique, c'est le sommet de l'Everest, c'est ça? Le point le plus haut de la courbe, le tournant, le climax. C'est le moment de vérité. Toute la tension accumulée explose à cet instant.
Le héros cesse d'être passif, il devient acteur de son destin. Ce n'est plus ce qui lui arrive qui compte, c'est ce qu'il décide de faire. L'issue de cette confrontation va tout déterminer. C'est le moment où on retient son souffle en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Et la résolution dans l'acte 3 est magnifique. Le garçon n'attaque pas le chien, il ne l'effraie pas. Il fait quelque chose de totalement inattendu. Il coupe un morceau de son pain et il le lui lance. Un acte de partage. Le conflit est résolu. Et l'image suivante, c'est eux deux qui continuent leur chemin ensemble dans la même direction. Le retour à l'équilibre. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un retour à l'équilibre du début. C'est un nouvel équilibre. Ah oui, c'est vrai. Le monde a changé. Le garçon a changé. Il n'est plus le même enfant qui avait peur au début. Il a affronté un obstacle, il a fait preuve d'intelligence émotionnelle, il a transformé un adversaire en compagnon de route, il a grandi de 10 centimètres en 10 minutes. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette belle image. Mais non, il y a une dernière scène. Le garçon sort du champ, mais la caméra reste sur le chien, qui se recouche et attend. Le document nomme cette technique la relance. C'est une fin très poétique, mais est-ce que ça ne risque pas de frustrer un peu le spectateur qui attend une conclusion nette, un vrai point final? C'est une excellente question. On est tellement habitué aux fins fermées, mais la relance a un pouvoir immense. Elle ouvre une porte dans l'esprit du spectateur. Ici, elle nous fait nous demander « Que va-t-il se passer avec la prochaine personne qui passera ? Le cycle va-t-il recommencer ? Ou est-ce que l'acte du garçon a changé quelque chose de plus grand ?» Ça prolonge la vie du film bien au-delà du générique. Ce n'est pas une frustration, c'est un cadeau. Le film continue de vivre en nous. Vu comme ça, c'est très puissant en effet. On a donc cette architecture en 3 actes, rythmée par les battements de cœur des nœuds dramatiques. On a aussi déjà effleuré l'une des règles d'or, celle de l'événement unique, mais le guide en propose 2 autres, qui sont un peu la discipline de fer de tout bon conteur. Oui, la première, c'est la clarté avant tout. L'intrigue doit reposer sur un seul fil conducteur, surtout dans un format court. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de personnages secondaires ou de petites péripéties, mais l'axe principal, dans notre cas, un garçon veut rentrer chez lui mais un chien l'en empêche, doit rester dominant et limpide du début à la fin. C'est un peu le contraire du zapping, finalement. Dans un monde qui nous bombarde d'infos, une histoire claire et unique, c'est presque reposant. Et ça nous amène à la deuxième règle qui est presque un mantra. Si un plan ou une scène n'est pas absolument nécessaire au film, alors il faut le ou la supprimer. C'est le fameux « kill your darlings », tuer vos chouchous. On a tous une scène qu'on adore, mais si elle ne sert pas l'histoire, Elle doit disparaître. c'est une discipline de fer en effet, chaque seconde doit être justifiée. Elle doit soit faire avancer l'intrigue, soit révéler quelque chose d'important sur un personnage, soit construire l'atmosphère. Il n'y a pas de place pour le gras. C'est vrai, et ça s'applique à tout, même à l'écriture d'un image important, aller droit au but. Mais est-ce que cette quête d'efficacité absolue ne risque pas de rendre les films un peu froids? Ou mécanique, si tout est purement fonctionnel. C'est le piège à éviter, bien sûr. Et c'est là qu'il faut bien interpréter le mot « nécessaire ». Nécessaire ne veut pas seulement dire nécessaire à l'action. Un long regard silencieux entre 2 personnages peut être absolument nécessaire pour faire comprendre leur relation. D'accord. Un plan sur un paysage peut être nécessaire pour établir une atmosphère de solitude. L'important, c'est que chaque élément ait une intention et serve le projet global du film. Il ne s'agit pas d'être mécanique, mais d'être pertinent. D'accord, je vois la nuance. C'est plus une question de pertinence que de simple fonctionnalité. Alors, avec cette structure complexe et ces règles strictes, on peut imaginer qu'un scénariste débutant soit un peu perdu. Le document propose un outil pour ça, non? Oui, et c'est la conclusion logique de toute cette théorie, c'est la fiche de structure dramatique. C'est tout simplement un tableau qui matérialise le squelette de l'histoire. Donc si on a une idée mais qu'on ne sait pas par où commencer, cette fiche, c'est une sorte de GPS pour l'histoire. On a des colonnes pour les 3 actes, exposition, développement, dénouement, et des lignes pour chaque étape clé. Exactement. Situation initiale, incident déclencheur, nœud dramatique, climax. C'est un outil pour organiser sa pensée. En remplissant les cases, on s'assure de ne rien oublier et de construire un arc émotionnel cohérent. Ça transforme une théorie qui peut paraître abstraite en une liste de tâches concrètes. Une fois que ce squelette est solide, l'auteur peut se concentrer sur l'essentiel, donner vie à ses personnages, écrire des dialogues percutants, imaginer des visuels forts. Au final, ça libère la créativité au lieu de la contraindre. Donc, si on résume,
Le secret d'une grande histoire courte, ce n'est pas de la magie, c'est de l'architecture invisible. Une fondation solide en 3 actes, une charpente rythmée par ces fameux nœuds dramatiques qui guident nos émotions, et des règles de construction qui assurent que l'édifice est à la fois solide et élégant. C'est tout à fait ça. Et il faut voir cette architecture non pas comme une prison, mais comme un langage. C'est un ensemble de conventions que les conteurs et le public partagent, souvent inconsciemment, et qui permettent à l'émotion de circuler de la manière la plus efficace possible. C'est un guide pour ne pas se perdre en chemin et pour s'assurer que le message ou le sentiment arrive bien à destination. Ça me fait penser à quelque chose. Pour finir, le guide insiste sur le fait que chaque scène doit être absolument nécessaire pour faire avancer l'histoire. C'est une logique d'efficacité, implacable. Mais alors, comment on explique le pouvoir immense des scènes purement contemplatives dans certains films? Ces moments de silence, de beauté pure, où un personnage regarde un paysage pendant une minute entière. Ces scènes ne semblent rien faire avancer, et pourtant, ce sont souvent celles qui restent gravées dans notre mémoire. S'agit-il d'une exception à la règle, ou servent-elles l'histoire d'une manière plus subtile, plus souterraine, que cette structure ne le décrit?